Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de ce magazine citoyen. La Nouvelle-Calédonie est, vous le savez, dans une situation économique jugée compliquée et c'est vrai notamment pour les chefs d'entreprise. Ce soir à Nouméa, une conférence gratuite aura lieu à l'auditorium de la province sud afin de leur proposer des conseils en cas de difficultés majeures, conciliation, procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, autant de procédures légales qui peuvent éviter la faillite et quelquefois même des drames humains. Et nous allons en parler avec nos trois invités aujourd'hui. Betty Levanquet, qui est présidente de l'APESA, l'association d'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Bonjour. Bonjour Gilles. Nous sommes également en compagnie de Marie-Laure Gastaud, qui est mandataire judiciaire. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Et avec Franck Robaille, qui est président du tribunal mixte de commerce. Bonjour. Bonjour monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette conférence. Alors, cette conférence, Betty Levanquet, à qui elle s'adresse exactement ? Alors, elle est organisée donc par APESA, qui souhaite combattre l'ignorance qui est réelle des chefs d'entreprise et surtout les petits chefs d'entreprise et des artisans de tout ce qui concerne les procédures collectives. Donc, elle s'adresse en gros à tous les chefs d'entreprise, mais principalement à ceux qui n'ont pas les moyens en fait d'avoir des conseils, des avocats, et puis qui savent pas à qui s'adresser pour avoir des réponses à leurs questions et leurs angoisses surtout. Parce qu'il y a des angoisses que vous constatez, vous, à l'APESA, qui se multiplient ou qui ont été aggravées par ces 2 dernières années. Alors, APESA existe depuis 2017. Nous sommes le 8e tribunal de France à avoir déployé ce dispositif. Aujourd'hui, ils sont 50 en France. Ce dispositif aide. En 2021, nous avons eu 20 alertes et nous avons aidé 13 personnes. Et sur les 4 premiers mois, donc de 2022, nous avons aidé 6 personnes. Voilà. Quelles sont les angoisses des chefs d'entreprise principalement ? Alors moi je constate en tout cas avec les appels que je reçois sur mon portable que très souvent ce sont des gens qui sont certes des professionnels, des bons professionnels, mais qui manquent complètement de connaissances indispensables en gestion, qui font aussi, qui travaillent comme des ânes, il faut le dire, mais qui ne font pas attention à leur comptabilité, aux factures à payer régulièrement, que ce soit la CAFAT, la CRE ou le fisc. Alors bon, ça, on va laisser ça de côté. Puis en fait, on met la tête dans le sable. Puis en fait, en mettant la tête dans le sable, on est forcément rattrapé par le système. Et puis là, on sait plus comment faire. Et puis on s'enferre en fait dans cette situation. On sait plus. Et puis c'est comme ça que on est finalement, on sombre dans l'angoisse. Et l'angoisse qui, si elle n'est pas aidée au bon moment, fait que peut-être vous allez passer à l'acte fatal. Et nous, à APESA, nous sommes là pour éviter cela. Franck Robaille, président du tribunal mixte de commerce, ces procédures, elles existent et il faut en faire d'une certaine manière la publicité pour que les gens le sachent finalement, puisqu'il y a des moyens pour sortir des ornières. Qui sont multiples en effet, qui sont organisés par le Code de commerce, que beaucoup ignorent en réalité, c'est ce que vient de dire Madame Levanquet, et notamment les tout petits, c'est pas péjoratif, mais enfin les toutes petites entreprises, et leurs chefs, qui sont des patentés, qui sont effectivement des artisans le plus souvent et qui n'ont aucune espèce de notion de gestion comptable, financière et moins encore de connaissances juridiques sur ce qu'il leur appartient de faire en cas de difficulté. Ne serait-ce que la première des règles qui est l'obligation de déposer le bilan. Pour parler vulgairement, c'est-à-dire de déclarer sa cessation des paiements quand on ne peut plus payer ses dettes, l'obligation qui est faite par la loi de les déclarer dans les 45 jours du constat de l'impossibilité de payer des dettes exigibles. Mais avant cela, la compétence du président du tribunal de commerce, elle est normalement, quand elle est connue, de prévenir les difficultés. Oui, voilà. C'est ce dont on parlera ce soir. Abondamment, après que Maître Gastaud aura exposé les procédures collectives elles-mêmes quand les difficultés sont là, c'est de prévenir des difficultés qui sont prévisibles mais qui sont pas encore là, et dans le cadre de ces procédures de prévention qu'on appelait avant règlement amiable et qui s'appelle maintenant conciliation. On peut désigner quelqu'un qui aide le chef d'entreprise en toute confidentialité. C'est la grosse différence avec les procédures
dont on parlera après, les procédures collectives de redressement et de sauvegarde, redressement et a fortiori liquidation judiciaire qui sont publiées, donc qui sont connues de tous. Les procédures de conciliation ont cet avantage d'être secrètes, confidentielles. Donc personne ne sait que la conciliation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une conciliation entre le créancier. La conciliation, ça consiste à désigner un personnage qui va aider le chef d'entreprise à négocier avec tel ou tel de ses créanciers, le plus souvent les banques. Le plus souvent, c'est un problème bancaire qui se pose lorsque la banque décide de rompre un contrat de découvert autorisé, c'est souvent l'hypothèse. Eh bien, le conciliateur, dans le cadre d'une procédure qui lui permet d'inciter quand même les créanciers, les banques, à octroyer de nouveaux délais ou de nouveaux concours, de nouveaux crédits, il y a des incitations légales. Le conciliateur va permettre effectivement de négocier quelque chose que le débiteur lui-même n'aura pas pu négocier, soit parce qu'il ne sait pas faire, soit parce qu'effectivement il ne dispose pas non plus des moyens que la loi sur la conciliation propose. Des moyens de pression sur les banques ou des privilèges qui peuvent être accordés aux banques qui accordent des nouveaux crédits, des nouveaux délais dans le cadre de la procédure de conciliation. Donc c'est une procédure qui est très utile, qui est totalement ignorée. J'ai beau en parler depuis quelques années régulièrement. Non mais là maintenant vous êtes sur RRB, Monsieur le Président. Elle n'est pas sur tout le territoire. Elle n'est pas utilisée sinon par les très très grosses entreprises, évidemment. On va pas les citer puisque les procédures sont confidentielles, mais en dehors des très grosses entreprises qui les connaissent parce qu'elles sont conseillées par des avocats très compétents. Mais les petits chefs d'entreprise, à qui pourtant ces procédures devraient bénéficier en premier lieu, ne les connaissent pas. Donc on va en parler ce soir pour les faire connaître. Marie-Laure Gastaud, mandataire judiciaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu en quoi ça consiste déjà? Je suis désignée par le tribunal pour intervenir dans les dossiers de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. C'est-à-dire que j'ai pas l'initiative évidemment, et c'est pour ça que je remercie Betty, je vous remercie de nous recevoir, puisque je me rends compte en recevant les chefs d'entreprise depuis 22 ans maintenant, et ça s'en est désolant, il se passe pas une semaine sans qu'un chef d'entreprise me dise mais si j'avais su qu'il existait ces procédures, je serais venu bien avant. Il s'est rongé les sangs, il dormait plus depuis des mois, et parfois même plusieurs années, à se débattre seul dans les difficultés, parce que le chef d'entreprise, quand même, a tendance à s'isoler quand il rentre dans des difficultés. Il en parle parfois même pas à sa famille, donc il est vraiment seul. Et je trouve dans un petit pays comme le nôtre, l'information doit pouvoir se diffuser assez facilement. Donc voilà, on met, grâce à Betty aussi, les bouchées doubles pour essayer d'informer les gens et qu'un maximum de gens puissent être touchés et connaissent ces procédures qui sont quand même des outils extrêmement puissants pour traverser une mauvaise passe ou des difficultés. Malheureusement, l'histoire du droit de la faillite, du dépôt de bilan est marquée du sceau de la honte parfois. Ça c'est voilà, parce que pendant des années c'est des procédures qui étaient purement pénales et ça fait guère que 50 ans que effectivement on a compris qu'il fallait faire il fallait sauver l'entreprise, et ces procédures sont là aujourd'hui pour aider le chef d'entreprise et non pas pour le sanctionner. Donc effectivement c'est très intéressant de pouvoir ce soir déjà faire un exposé bref des procédures qui existent, qui sont à leur disposition, et d'ouvrir la possibilité aux questions. Voilà, l'entrée est libre, et je pense qu'effectivement ce sera très utile, j'espère, en cette période peut-être où les incertitudes n'ont jamais été aussi prégnantes sur le territoire comme au niveau mondial. Ça, c'est quelque chose que vous constatez, Franck Robaille, de votre côté, que ces inquiétudes et ces craintes sont de plus en plus nombreuses? Alors les craintes, les inquiétudes ne sont pas du côté des chefs d'entreprise, parce qu'on les voit toujours pas venir vers nous, mais elles sont chez nous, puisqu'on a vu depuis 2 ans et demi, depuis la crise du Covid, où effectivement le système étatique et local a mis en place des aides gigantesques, et où les caisses de sécurité sociale, CAFAT, caisses de retraite, ont retardé les procédures visant à contraindre les chefs d'entreprise à payer leurs cotisations, ont accordé des délais, n'ont pas engagé les procédures. Effectivement, ça fait 2 ans et demi que le tribunal de commerce, s'agissant des procédures de redressement et de liquidation, est saisi beaucoup moins qu'avant. Il y a eu les PGE aussi. Il y a les prêts garantis par l'État. Tout ça a fait que on a sauvegardé, alors à juste titre, des entreprises qui étaient en bonne santé avant la crise et qu'il fallait aider pour qu'elles passent ce cap. Mais par là même, on a aidé des entreprises qui étaient déjà en mauvaise santé et qui se sont maintenues artificiellement en presque bonne santé, artificiellement encore une fois, parce que les cotisations sociales n'étaient plus réclamées, parce que
beaucoup d'entre elles ont eu des aides et des prêts garantis par l'État. Mais et donc on a une centaine de dossiers de moins sur un peu moins de 400 ouvertures de procédures avant 2020. On en a plus qu'un peu moins de 300. C'est une fausse bonne nouvelle en fait. Et c'est une fausse bonne nouvelle. C'est ce que j'appelle des trous dans la raquette, c'est-à-dire que on a sauvé les entreprises qui devaient l'être. Et c'était une bonne chose. Et puis on a aussi sauvé des entreprises qui ne devaient pas l'être parce que elles allaient disparaître de toute façon. Et elles vont disparaître nécessairement, ou alors pas disparaître. Ça c'est pessimiste, mais devoir bénéficier de procédures de redressement pour pouvoir se sortir de l'ornière dans laquelle elles étaient déjà avant la crise Covid. Et donc nous, on est en attente avec mes assesseurs, qui sont des juges élus, qui sont des commerçants, des chefs d'entreprise. On est bien convaincus qui eux connaissent le terrain, et les chefs d'entreprise dans le secteur du bâtiment, qui savent que beaucoup souffrent en ce moment, effectivement, parce que les cotisations sociales, elles sont réclamées maintenant par les caisses à juste titre, parce que les PGE doivent être remboursés. Qui savent qu'effectivement on va avoir beaucoup plus de procédures qui vont s'ouvrir, et malheureusement plus tardivement elles seront ouvertes, c'est ce que disait Maître Gasto, et plus on ira vers d'emblée des liquidations judiciaires. Plus tôt on s'y prend, plus tôt on peut effectivement engager des procédures comme la sauvegarde quand il n'y a pas de dette exigible impayée, ou le redressement quand il y a des dettes exigibles impayées. Plus tôt on pourra engager ces procédures qui pourront sauver les entreprises, en effet. C'est plus tôt on s'y prend, c'est vraiment un cheval de bataille. Depuis 8 ans que je suis ici à la tête de ce tribunal de commerce, je l'ai dit, plus tôt on s'y prend, on saisit, on ouvre la porte du tribunal, et bien plus efficacement, on peut résoudre les difficultés et avoir des chances de s'en sortir. Plus le diagnostic est précoce, meilleur pour les chances. Oui, de la part du chef d'entreprise d'abord. Et puis, encore une fois, l'idée, c'est effectivement de désacraliser la porte du tribunal de commerce. C'est vrai que dans le tribunal de commerce, il y a un tribunal, donc ça fait peur. Parce qu'un tribunal, ça sanctionne dans l'esprit des communs. Et ce qui est faux pour le tribunal de commerce. Le code de commerce est organisé de telle sorte que, depuis, effectivement, c'est ce que dit Maître Gasto, depuis 40 ou 50 ans, pour faire en sorte que le premier avocat d'un chef d'entreprise en difficulté, c'est le tribunal de commerce, puisque la loi lui ordonne de tout faire, de tout mettre en œuvre pour sauvegarder l'entreprise, les emplois qu'elle génère, et même quand elle n'a pas d'emploi, le revenu qu'elle génère pour son chef, quand il s'agit d'une toute petite entreprise. Donc le code de commerce est organisé pour sauver les entreprises qui méritent de l'être. Donc le tribunal, il n'est pas là pour sanctionner. Il a des compétences diverses, mais la principale, c'est de tenter de sauver l'entreprise. Et c'est ce qui se produit quand un chef d'entreprise, on en a quand même, un chef d'entreprise qui tiennent leur comptabilité normalement et qui aperçoivent que d'ici 2, 3, 6 mois, 1 an, ils vont avoir des difficultés qui pour l'instant ne sont pas là, et qui ouvrent la porte du tribunal, qui demandent l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de conciliation encore bien en amont, ou de redressement si quand même les difficultés sont déjà un peu là, et qui effectivement s'en sortent. On a même un taux de réussite, je crois, des plans sous le contrôle de Maître Gasto, des plans de redressement et de sauvegarde qui est supérieur à celui de la métropole. Donc c'est la preuve qu'on est là pour tenter au maximum de sauver les entreprises qui méritent de l'être, et beaucoup méritent de l'être. Beaucoup d'entreprises, c'est ce que disait Mme Levanquet, beaucoup d'entreprises qui se retrouvent en liquidation judiciaire sont des entreprises qui sont pas gérées. Qui auraient pu s'en sortir, mais qui ne sont pas gérées. Marie-Laure Gasto, parlons un peu de ces procédures collectives dont vous êtes spécialiste. Donc, quelles sont-elles en résumé comment on pourrait les définir? Alors, il y a d'abord la procédure de redressement judiciaire qui permet, là c'est effectivement quand une entreprise a traversé des difficultés qui sont purement conjoncturelles et qu'elle est évidemment viable, elle a la possibilité, par hypothèse, accumuler un passif et être en état de cessation des paiements, et on lui permet, grâce à cette procédure, de geler ses dettes, déjà pendant une période d'observation qui va durer 12 mois, pendant lesquels effectivement elle ne va plus régler l'arriéré. Elle va évidemment être obligée de régler ses charges courantes, mais mécaniquement, comme elle ne règle pas, elle n'a plus de poursuite et elle n'a plus de saisie, parce que parfois, effectivement, il y a les huissiers qui lui courent après. Le chef d'entreprise passe son temps à gérer les dettes plus que son entreprise. Donc, en fait, ça permet effectivement d'arrêter tout ça, de se poser, et pendant 2 fois 6 mois, avec des petits rendez-vous judiciaires assez réguliers pour savoir où on en est, effectivement, de se poser et de reconstituer mécaniquement une trésorerie, puisque vous ne réglerez pas vos dettes pendant un temps. Et ensuite, vous proposez un plan de redressement, le chef d'entreprise propose un plan de redressement, et la loi accorde effectivement jusqu'à 10 ans, 15 ans pour les agriculteurs, mais 10 ans pour les entreprises non agricoles. Donc vous voyez que
on permet effectivement de régler les dettes sur des délais extrêmement longs pour pouvoir évidemment sauver l'entreprise. Ça, c'était la procédure de redressement. Quand malheureusement il n'y a pas d'espoir, et j'en parlerai aussi ce soir, beaucoup s'acharnent parce que c'est leur bébé, parce qu'ils l'ont créé cette entreprise, mais il y a plus de possibilité de redressement pour X raisons, parce qu'il y a plus de marché, parce qu'il y a trop de dettes, on l'a dit. Il faut savoir aussi s'arrêter, et la liquidation judiciaire est à ce moment-là prononcée. Je suis désignée, et parfois le plus souvent les chefs d'entreprise sont quand même assez soulagés de pouvoir me donner les clés, et je m'occupe effectivement du licenciement, de la vente des actifs et du règlement des dettes. Et puis le territoire connaît depuis 2008 une nouvelle procédure, mais qui est très peu utilisée. C'est pour ça qu'encore une fois on va insister dessus ce soir, qui est la procédure de sauvegarde qui a été créée donc plus récemment en métropole et ici aussi, et qui est issue d'un constat qu'on réitère encore aujourd'hui, que le chef d'entreprise arrive trop tard en redressement judiciaire, et comme il arrive trop tard, il accumule un certain nombre de dettes, et quand il arrive en redressement judiciaire, il y a tellement de dettes que même si on paye sur 10 ans, c'est pas possible de redresser. C'est trop compliqué. Même si l'entreprise fonctionne et fait encore des bénéfices, elle n'en fait pas suffisamment, même si on étale les dettes sur 10 ans, parce que l'entrepreneur a trop tardé. Donc il a accumulé trop de dettes pour pouvoir les traiter dans le cadre d'un redressement. Donc ce constat a été fait à la fois en métropole et ici. On s'est dit qu'est-ce qui va il faudrait qu'on invente une nouvelle procédure, et pour les inciter à venir. Et à ce moment-là, effectivement, on s'est dit qu'est-ce qui empêche le chef d'entreprise beaucoup de passer la porte du tribunal et de demander un redressement judiciaire. C'est beaucoup parce que nous sommes tous, parce que moi-même je suis chef d'entreprise aussi, on est caution des engagements bancaires de nos boîtes, et on se dit si je demande le redressement judiciaire, bon, effectivement la boîte va pouvoir payer sur 10 ans, mais la banque elle va me tomber dessus et je vais me retrouver effectivement avec ma maison saisie éventuellement. Enfin, c'était dans la tête du législateur, c'était un frein énorme. Donc il s'est dit on va créer une nouvelle procédure en amont, uniquement à l'initiative du chef d'entreprise, et s'il prend les devants, il demande cette sauvegarde suffisamment tôt, c'est-à-dire avant d'être en état de cessation des paiements, donc avant qu'il y ait vraiment trop de difficultés, eh bien cette procédure de sauvegarde, qui est la même que le redressement judiciaire, avec des possibilités de régler sur 10 ans, avec cette période d'observation de 2 fois 6 mois, eh bien les banques ne pourront pas actionner les cautions. Donc ça, c'était en 2005 en métropole, 2008 en Calédonie. Moi, quand c'est arrivé en métropole, j'ai vraiment insisté auprès du législateur local pour qu'on le mette en place ici, parce que j'avais beaucoup d'espoir. Et malheureusement, ça a très peu fonctionné. On a peut-être une quinzaine de dossiers de sauvegarde aujourd'hui. Vous avez 2019, 14 sauvegardes ouvertes, c'était pas mal. En 2020, 6. En 2021, 12. Et là, en 2022, pour l'instant, c'est 0. On n'en a pas, voilà. C'est 0. Alors que c'est vraiment typiquement la période où il devrait y en avoir. Parce qu'on sait qu'en sortant de la crise Covid et des aides, PGE, etc., on sait, les chefs d'entreprise les plus avisés devraient savoir qu'ils vont avoir des difficultés. D'ici 3 mois, 6 mois, 1 an. Et c'est à ce moment-là qu'il faut demander la sauvegarde. Parce qu'il faut surtout pas être en cessation des paiements. Il faut pas avoir de dettes qu'on n'ait pas pu payer, pour être en sauvegarde, ce que vient de dire Maître Gasto, en d'autres termes. Et donc c'est typiquement aujourd'hui une entreprise qui a pas de dette, mais qui sait qu'elle va devoir rembourser son PGE. Il y a des PGE qui sont remboursables dès maintenant, mais d'autres plus tard. Je crois c'est très évolutif tout ça. Ça dépend de la date à laquelle on a eu son prêt. Eh bien, donc des entreprises doivent savoir aujourd'hui qu'elles vont avoir des difficultés dans quelques mois, dans 1 an. Et donc, elles devraient nous saisir aujourd'hui d'une demande de sauvegarde. Ça gèlerait tout le passif, y compris le PGE. C'est dommage pour les banques et l'État, mais et bénéficier d'un plan qui pourrait durer, effectivement. Alors, ça dépend du montant des dettes. On n'accorde pas toujours 10 ans, mais qui peut aller jusqu'à 10 ans. Voilà. Donc, et bizarrement, effectivement, regardez, là, effectivement, statistiquement, depuis 2022, jusqu'à fin juin, ça, les statistiques jusqu'au 30 juin, 0 demande de sauvegarde. Alors comment on explique ça ? Vous parliez tout à l'heure, monsieur le président du tribunal de commerce, de honte, de la peur du mot justice. C'est un peu ça, c'est du mot tribunal. Du mot tribunal. Voilà. Tribunal fait peur. Liquidation, sanction. C'est vrai que le tribunal de commerce c'est celui qui sanctionne aussi quand il y a des fautes de gestion. Mais d'abord ça c'est un leurre, parce que je veux dire, Maître Gasto est bien placé pour savoir que si on fait 20 condamnations par an. Non, je crois que c'est plutôt 10. C'est plutôt même 10 d'ailleurs. On a 20 dossiers par an, mais c'est plutôt une dizaine de condamnations. Mais vraiment, on condamne vraiment les fautes de gestion caractérisées. Mais moi, je ne cesse de dire que, en fait, moi j'étais juge consulaire 18 ans.
complètement dévouée au service de mes pères commerçants, et je n'ai cessé de le dire qu'on était là pour les aider, pas pour les tuer, quoi. Mais c'est vrai que la honte, c'est vraiment le sentiment le plus important, puis en particulier chez les hommes. Ils n'en parlent même pas à leurs femmes, quoi, parce qu'ils n'osent pas. C'est pour eux, c'est comme une espèce de, comment dire, ça les rabaisse. Enfin, je veux dire. Et donc, en gros, le combat que moi, en tout cas, je voulais mener avec APESA, parce que c'est ici, on en a besoin comme partout ailleurs en France, c'est changer le regard de la société sur le chef d'entreprise. Arrêtez de penser que c'est quelqu'un qui est au CAC 40, qui roule dans des belles voitures et puis qui a pas de soucis, quoi. Non, les chefs d'entreprise sont des gens qui ont souvent des nuits blanches, souvent se demandent le premier du mois s'ils vont faire le chiffre d'affaires qu'il faut pour couvrir leur loyer, les salaires et tout ce qu'il faut pour pouvoir accomplir donc leur travail au quotidien. C'est eux qui font vivre des familles. Enfin, donc moi, en tout cas, je suis soucieuse pour tous ces gens-là. Et puis, je suis contente qu'on ait pu organiser cette rencontre ce soir avec Monsieur Robaille et Madame Gasto, parce que l'ignorance doit être combattue tous les jours. Et c'est l'ignorance, en fait, le fléau de la société d'aujourd'hui, c'est l'ignorance. Voilà. Alors cette ignorance, elle concerne qui essentiellement? Parce que Franck Robaille le disait tout à l'heure, c'est pas les grosses sociétés. Ah ben non, ils ont les moyens d'avoir des avocats, voilà. Et on pense surtout peut-être aux petits patentés, aux artisans de la côte est, aux qui très pas petites forcément... entreprises. Ouais. Sur tout le territoire, vous avez plein de petites entreprises, mais qui ont des bonnes idées, qui travaillent et tout, mais qui n'ont pas les moyens, déjà qu'ils ne savent pas qu'il faut une comptabilité, ils savent déjà pas ce que ça veut dire, enfin voilà. Et donc ce sont ces gens-là qu'il faut aider. Mais les chambres consulaires, faut le dire, hein, les chambres consulaires, elles sont très efficaces. La chambre des métiers de l'artisanat, la chambre de commerce et d'industrie, aujourd'hui, ils sont dotés de services qui avec des agents qui sont là pour donner des conseils à leurs adhérents. Et ça, souvent, les gens qui m'appellent, je leur dis: allez voir votre chambre consulaire, parce que à la CMA il y a la cellule rebond, à la CCI ils ont développé Cap Relance avec des tas de dispositifs d'aide, de conseils. Donc il faut absolument s'adresser aux chambres consulaires. Il y a même des avocats qui gratuitement sont là à certaines heures et jours de la semaine. Donc il faut aussi qu'on dise cela aux gens sur tout le territoire, et grâce à RRB, merci beaucoup, tout le monde va nous entendre là-dessus. En tout cas, venez ce soir, c'est libre, gratuit, et c'est une occasion exceptionnelle en fait de parler directement au président du tribunal mixte de commerce et à Marie-Laure Gasto. On parlait d'ignorance, on parlait de honte, on parlait des petites entreprises que ça concerne. Est-ce que du coup on peut pas se dire qu'il y a un défaut d'information à la base, parce que quand on crée une entreprise, on devrait en principe être informé du risque qu'on prend et des procédures si jamais ça marche pas. C'est une piste, en effet. C'est une piste de conditionner l'inscription, enfin la prise d'une patente de conditionner la patente, l'obtention d'une patente à une formation. Mais ça devrait être obligatoire. Alors elle existe déjà, la formation existe, mais elle est volontaire. Parce que c'est devenu très facile de créer une entreprise aujourd'hui. On va à la CCI, on remplit 3 papiers. Ça a toujours été facile. Alors, effectivement, les chambres consulaires s'interrogent beaucoup. Elles proposent des formations, mais elles sont d'abord un peu payantes quand même, je pense. C'est pas très cher, mais enfin c'est un peu payant. Et puis surtout, c'est sur le volontariat. Il y a un chef d'entreprise, il vous explique, nous tous les jours, encore hier à l'audience, on a nos audiences tous les lundis à peu près, 3 fois par mois, et les chefs d'entreprise expliquent que, moi, vous savez, je suis pas fonctionnaire comme vous, je suis sur les chantiers, j'ai les mains dans le cambouis. Oui, il dit ça souvent un peu agressivement d'ailleurs, puisqu'il considère qu'on fait rien, nous, puisqu'on est alors que le tribunal est composé de 4 personnes, il n'y a que moi qui suis payé, les autres sont bénévoles. Hein. Ils prennent sur leur temps et même sur leur argent. Donc voilà, ils sont immédiatement pris par les travaux du quotidien et n'ont aucune espèce d'idée de la gestion qu'implique aujourd'hui, au XXIe siècle, mais déjà depuis le XXe facilement, la gestion d'une entreprise. Hein. C'est quasiment, c'est ce que je leur dis, c'est plus important. Il y a des bases tout de même. On sait bien qu'il faut une comptabilité, on sait bien qu'il faut des statuts. On a quand même beaucoup Non, même pas.
On a quand même, parce que en plus, je veux dire, l'État français et le gouvernement de la Calédonie, dans le sillage, je veux dire, depuis des décennies, pour essayer d'endiguer les chiffres du chômage, incite beaucoup les gens à prendre une patente, à créer leur entreprise. En France, ça s'appelle auto-entreprise, auto-entrepreneur, et ici, ça s'appelle patenté. Donc, il y a une incitation. Il y a une incitation qui parfois se traduit par le fait que également un ancien employeur, gros employeur, incite ses employés à prendre une patente pour limiter ses charges. Donc c'est ce qu'on appelle les faux patentés. Et quand ils n'ont qu'un client, et ces gens-là sont pris dans une espèce d'engrenage, se demandant pas quels sont les tenants. Ils font pas la différence entre patenté et salarié, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ils voient pas la différence, sauf que la différence c'est que ce sont eux qui payent leurs charges, qui doivent tenir une comptabilité, etc. Donc on a beaucoup affaire à ces personnes-là, qui sont encore d'excellents professionnels, mais qui n'ont pas la moindre notion de gestion d'une entreprise commerciale, artisanale et encore moins industrielle. Mais on est. Et comme disait Betty Levanquet, ce sont peut-être des gens qui se retrouvent à travailler 10 heures par jour, 9 heures par jour, oui. Les mains dans le cambouis, comme vous dites. Mais il n'empêche qu'ils ont tort. C'est pas parce qu'ils travaillent eux que il se trouve qu'aujourd'hui on doit gérer. Alors quand on n'a pas les moyens de gérer soi-même, parce qu'on n'a pas été formé à ça et qu'on ne sait pas qu'un plus un ça fait deux, il y en a. Il faut payer quelqu'un pour le faire. Alors, c'est sûr qu'il faut savoir donner un poids pour récolter une fève, comme on disait jadis. La plupart n'en ont pas les moyens de payer quelqu'un pour le faire. En tout cas, au début de l'activité, ils sont obligés de le faire eux-mêmes. La comptabilité, elle doit être tenue les 2-3 premières années. Cette obligation de formation, elle est essentielle. Il faut absolument qu'on la mette en place. Mais il faut qu'ils la veuillent aussi, parce que quand on parlait de la honte, s'ils la font pas, ils n'ont pas la patente. Moi, je vais ajouter quand même un élément qui retarde l'ouverture de la porte du tribunal. Il n'y a pas que la honte. Il y a aussi, ça c'est vraiment ce que j'aurais appris, notamment dans ces 8 dernières années, c'est consubstantiellement un chef d'entreprise prend des risques. Et souvent ils nous disent, mais moi j'ai toujours cru que j'allais sauver mon entreprise, on nous l'a encore dit hier. Il y a un déni, il y a le déni beaucoup. Voilà, il n'y a pas que la honte, il y a aussi un chef d'entreprise, heureusement qu'ils existent ces gens-là, ils ont effectivement chevillé au corps la notion de risque. Ils prennent des risques et ils se disent, bon ce mois-ci ça n'a pas été, le mois d'après ça n'a pas été non plus, les 6 derniers mois ça n'a pas été, mais ça va, je vais me refaire. Et l'optimisme. Et mais heureusement d'ailleurs qu'ils sont comme ça. C'est plutôt bien, non? C'est plutôt bien. Vous savez que pour être chef d'entreprise, il faut avoir un petit grain de folie quand même. Voilà, mais la contrepartie de tout ça, c'est que effectivement parfois ils vont trop loin dans la prise de risque, ils vont trop loin et trop longtemps. Il n'y a pas d'analyse risque. En fait. Dans les rares cas où on fait des condamnations pour des sanctions, on prend des sanctions pour des fautes de gestion. La principale faute de gestion, c'est d'avoir effectivement fait pérenniser abusivement une activité dont on devait apercevoir qu'elle était vouée à la faillite. Ouais. C'est la principale motivation des sanctions qu'on prononce, des rares sanctions qu'on prononce, des très rares sanctions qu'on prononce, c'est ça. C'est que c'est un chef d'entreprise qui a continué. Voilà. Enfin, ceux-là, quand on les sanctionne, Monsieur le Président, c'est qu'ils ont vraiment exagéré. Oui, quand même. Tout à fait. Non, mais ils ont exagéré et causé des préjudices, très importants. Il faut les arrêter, à des fournisseurs. Il faut les arrêter à tout prix. Au fisc, etc. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que vous constatez aussi, Maître Gastaud, cette espèce de volonté d'aller toujours plus loin de certains chefs d'entreprise? Oui, tout à fait. C'est un travers de vouloir absolument continuer. Ils espèrent toujours, mais parce que c'est la vie d'un chef d'entreprise aussi. Il y a des aléas. C'est ce que je dis souvent. On a des carrières quand même aujourd'hui qui sont extrêmement longues. Ça peut arriver qu'à un moment donné, ça aille mal pour différentes raisons, et utiliser ces outils qui sont des outils de gestion aujourd'hui. C'est vraiment, c'est utiliser des outils à leur disposition. Ils ont vraiment une boîte à outils à leur disposition avec vraiment des procédures qui sont confidentielles s'ils veulent pas que ce soit publié, etc. Des procédures qui sont avec des plus publiées, mais avec des possibilités de délai beaucoup plus longs. Enfin vraiment, ils ont à leur disposition tout un arsenal qu'ils n'utilisent pas, et ils continuent en fait une activité pendant parfois des années et seuls, et c'est vraiment dommage, parce que s'ils prennent les mesures à temps, bien évidemment, mathématiquement, il y a moins de dettes. Donc, mathématiquement, vous avez moins de dettes à traiter. Donc, en 2-3 ans, c'est réglé. Vous avez accumulé 4-5 millions de dettes. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous présentez un plan de redressement. Vous les réglez en 3 ans. Vous sortez de la procédure. Votre carrière se poursuit. Donc, vraiment, c'est ce que dit Betty. La clé, c'est l'information. Et la clé, c'est effectivement la connaissance, simplement la connaissance de ces procédures qui sont ignorées pour différentes raisons. Mais effectivement, et c'est à nous aussi de venir au devant des gens pour expliquer et faire preuve de pédagogie, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est ce qu'on fera ce soir. On va rappeler peut-être, Betty, le lieu et l'heure de cette intéressante rencontre. Auditorium de la Province Sud,
18h à 20h, entrée libre et gratuite. Venez absolument, vous n'allez pas regretter. Et on imagine pour les gens qui ne pourraient pas venir jusqu'à Nouméa ou qui voudraient se renseigner sur ces procédures, est-ce qu'ils peuvent le faire auprès de vous, auprès du tribunal, auprès de... Alors ça, oui, il faudra un relais. Le président du tribunal a une fonction essentielle de prévention des difficultés des entreprises. Dès qu'on me demande un rendez-vous, je le donne. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de cette intéressante conférence donc ce soir et rencontre à l'auditorium de la Province Sud. On a bien compris que la justice est là pour aider les chefs d'entreprise en premier lieu et pas forcément pour les sanctionner mais pour les informer aussi. C'est ce que nos trois invités feront ce soir. Merci de votre fidélité.